je suis ravie d'être ici pour la 2e fois. Je ne savais pas que c'était la 5e édition, donc c'est déjà un anniversaire. Je voulais vous parler un petit peu de l'évolution de SAFE. Qu'est-ce qui va arriver ? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odile Moreau. Je suis conseillère stratégique et SPCT pour Scale Agile. Et je voulais donc vous parler de l'évolution. Donc, vous le savez, l'année dernière, au mois de mars, le 15 mars, pour être tout à fait précise, on a lancé la version 6.0. Et on a fêté ça avec une coupe de champagne. Et le lendemain, on s'est remise au travail. On travaille vraiment sans relâche. Et vous le savez, en fait, on a un framework qui s'adapte avec ce qui se passe, avec les retours d'expérience. Et justement, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marche chez nous. Donc, on a une équipe framework composée de plusieurs experts. On a également, on fait appel à des experts externes. Par exemple, on a travaillé beaucoup ces derniers mois avec Mick Kirsten et Jean Kim sur l'évolution. On a également des retours sur le terrain. Donc, toutes les entreprises qui implémentent SAFE et qui sont gentilles de nous faire parvenir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les webinars, les retours d'expérience, aussi les présentations dans les différents summits. Et puis, on fait beaucoup de recherches. On fait beaucoup de recherches, d'analyse de marché. On fait beaucoup de Gemba. Donc notre empreinte carbone n'est pas terrible parce qu'on va vraiment sur place voir et visiter tout ce qui se passe. Et puis on cogite. Et cela fait avancer donc le framework. La big picture, le framework qu'on lance avec les grandes versions, ça on le fait tous les 2-3 ans. Par contre, on est en mode continu au niveau des articles, au niveau des toolkits, et puis vous allez voir des nouvelles types de formations. Donc ça, c'est des choses qui se mettent au fur et à mesure. Donc, moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est qu'est-ce qui est maintenant disponible. Alors, cette présentation, j'ai dû la délivrer au mois de fin mai, et il y a des nouveaux trucs que je n'ai pas pu mettre, donc, mais bon, je vais quand même vous en parler. Qu'est-ce qui va bientôt arriver d'ici la fin de l'été, et puis le futur de SAFE. Donc, si on regarde maintenant ce qui est disponible, vous l'avez certainement vu, l'IA est au centre de toutes nos discussions. Et donc, ce qui est important, c'est de comment accompagner l'IA et faire en sorte que ce soit une compétence au niveau de l'agilité d'entreprise. Donc, à tout niveau, c'est important pour nos leaders de comprendre ce que l'IA peut faire, développer des thèmes stratégiques autour de ça, mais aussi également de regarder comment on peut augmenter nos produits, nos solutions, nos services et également notre force de travail. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Ah, il y a un petit bug, c'est pas grave. Ce qui est aussi important, c'est que l'IA, bon, c'est pas nouveau, mais ça va entraîner de nouvelles façons de regarder les choses. Et puis, il va falloir aussi regarder comment on peut s'assurer que ça se passe d'une bonne façon. Donc, pour cela, il y a déjà un article qui est disponible où on va regarder en fait ce qu'on appelle, nous, l'IA responsable. Donc, quelles sont les grandes clés de l'IA responsable ? Donc, vous savez qu'il faut déjà être digne de confiance. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des fake news comme ça, on ne peut pas faire des choses ridicules. Il faut également faire en sorte qu'on ne peut pas craquer les choses, qu'il y a de la sécurité, que ça soit fiable. Que par exemple, quelles sont nos données, quelles sont les choses qui vont être interrogées par l'IA. Ensuite, il faut que ça soit explicable. Encore une fois, si les gens se disent c'est une boîte noire et voilà on ne va pas vous dire, comment on va avoir la confiance. Donc, il faut aussi être transparent. Il faut vraiment permettre aux gens de prendre aussi conscience que ce n'est pas un secret. Il faut avoir cette traçabilité. Et puis, le dernier, c'est être centré sur les humains. Vous savez, l'agilité, c'est les humains, même si peut-être on va devenir des humains augmentés. Ce qui est aussi important, donc, c'est de mettre en œuvre toutes les choses pour retirer tous nos biais cognitifs. Vous avez entendu toutes ces histoires d'IA qui sont pas tellement éthiques, qui donnent des réponses carrément controversées. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. Donc, pour mettre en œuvre ces choses-là, on a lancé, ça c'est depuis le 5 juin,
donc avant le débarquement, on a débarqué un jour avant, vous avez la possibilité de tester Safe Copilot. Donc, c'est en fait des coachs augmentés ou des personnes augmentées, donc des RTE par exemple. Un RTE se pose une question, oh là là, je vais faire mon premier Inspect and Adapt, j'ai pas le temps de lire tous les articles, je voudrais avoir quelque chose, donc vous pouvez poser des questions. Plus, vous pouvez poser des questions directement dans votre langue native. Donc là, j'ai fait un petit truc en français, ça a reconnu. Et donc, nous, on essaye d'appliquer ce que l'on préconise. Donc, vous allez voir, il va y avoir un petit résumé, va y avoir également les sources, d'où est-ce qu'on a puisé ces choses-là. Vous allez aussi avoir des références si vous voulez aller au plus profond dans les articles. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est qu'on va vous demander, est-ce que ça vous a été utile ? Il y a encore des humains derrière Copilot, parce qu'on voudrait savoir vraiment, est-ce que ça a vraiment été utile pour vous ? Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que ça a bien percuté ? Est-ce que le résumé ou le résultat était compréhensible pour vous ? Donc, on vous invite dans Safe Studio, si vous avez déjà accès, vous pouvez dès à présent cliquer sur Copilot et de poser des questions. Alors, faites attention quand vous posez des questions également, de bien poser ces questions, de bien travailler sur ce qu'on appelle le prompt, la question que vous allez poser, parce que bon, on sait que l'IA, c'est très énergivore, mais en tout cas, ça peut vous aider et ça peut également donc augmenter vos capacités à trouver des solutions à un problème. C'est une version bêta. Nous travaillons en mode itératif sur les nouvelles fonctionnalités. Et donc, nous vous invitons à nous faire des retours d'expérience sur est-ce que ça a été utile ou pas. Donc ça, c'est déjà disponible. La deuxième chose que l'on voit et qu'on entend beaucoup, surtout sur les transformations qui se sont lancées depuis quelques années, c'est comment je peux prouver que Safe a apporté des résultats concrets que je peux démontrer, surtout au niveau des métiers. Donc, vous le savez, nous, on a tendance à parler en termes de Safe, ça va améliorer le time to market, ça va améliorer la qualité, ça va améliorer la productivité et en plus, nos personnes vont être engagées parce qu'elles vont voir la valeur qu'elles dérouvent. Ça, c'est notre langue. Dans la DSI, tout le monde comprend ça, c'est génial. Par contre, quand on va dans les métiers regardent d'une façon tout à fait différente en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est est-ce qu'on va augmenter nos revenus ? Alors, si vous êtes bien sûr une entreprise gouvernementale, les revenus, ça ne sera pas le plus important, mais est-ce que ça va avoir la valeur aussi au niveau des citoyens ? Ce qui est aussi important, c'est est-ce qu'on va réduire les coûts ? On le sait, on arrive dans une période assez difficile économiquement parlant. Donc, est-ce qu'on maîtrise nos coûts ou est-ce qu'on les réduit ? Est-ce qu'on travaille un petit peu plus intelligemment ? On va regarder également si les risques vont être diminués. Donc, si on introduit des nouvelles technologies, de nouvelles façons de travailler, est-ce que ça va réduire nos risques ? Et puis, est-ce que nos clients ou nos citoyens seront satisfaits ? Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas toujours un élément de réponse concrète. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler depuis l'année dernière. On a fait la première itération avec une Lace Summit qu'on a organisée avec Amadeus. Et petit à petit, on a construit en fait une façon de réaligner en fait les deux enjeux, les enjeux technologiques de DSI et les enjeux du métier. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va aider aussi à l'alignement. Donc, par exemple, quand vous lancez une grande transformation ou quand vous commencez un grand programme, il va falloir parler la même langue. Et les gens vont arriver de deux façons différentes. Donc ça va également vous aider à regarder, en fait, par exemple, si vous voulez augmenter les recettes, le time to market va vous permettre de faire des choses plus rapidement. Donc, vous devriez voir une corrélation entre le time to market qui va être énormément réduit et peut-être une augmentation des recettes. Vous allez peut-être au début voir une augmentation des coûts parce que il faut mettre en place, il faut investir sur des choses. Mais vous allez voir, à un moment, ça va se stabiliser et ça va même être réduit. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes pour avoir déjà
une vision alignée sur les choses et de pouvoir communiquer entre des gens qui parlent la langue du métier et les gens qui parlent la langue du DSI. Donc, pour cela, on a déjà lancé un article qui vous explique en fait les grandes étapes à mettre en place pour permettre de réaligner les gens. Ce n'est pas quelque chose que vous ne faites qu'une seule fois. Vous pouvez le faire régulièrement. Donc, si vous avez des PI, pourquoi ne pas revisiter ces choses-là à la fin des PI. Vous pouvez également utiliser cela s'il y a des grands changements dans les enjeux de votre entreprise. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les résultats pour remettre à jour vos indicateurs précurseurs au niveau, par exemple, de la DSI, pour bien être réaligné. On a fait cette expérimentation plusieurs fois et également en France. Sachez que ça résonne énormément. Ensuite, bien sûr, il va falloir mettre ces choses-là en position. Si vous avez des difficultés à parler les deux langues et de mettre du métier aussi au sein de votre transformation, cela pourrait être également quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on a l'article. L'article est présent à ce moment-là. On est en train de finaliser les toolkits. Si vous voulez participer à ces choses-là, n'hésitez pas à venir auprès des consultants de Soprasteria. Ils se sont formés, ils peuvent donner ces ateliers et puis vous aider également à faire des bonnes choses. Donc ça, c'est déjà pas mal. La troisième chose qu'on a travaillé pour les entreprises qui font en fait des choses tellement complexes que leur chaîne de valeur, on appelle ça des chaînes de valeur surdimensionnées. Par exemple, on a vu qu'il y a certains schémas dans les entreprises. Donc, par exemple, imaginez-vous, vous êtes une grande entreprise, vous faites des solutions cyberphysiques, par exemple une voiture connectée ou électrique ou une fusée. On va utiliser la fusée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez voir que vos chaînes de valeur, elles sont énormes. En fait, pour produire une voiture, vous allez avoir beaucoup de chaînes de valeur, surtout des large solutions. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les chaînes de valeur imbriquées, ou embedded en anglais, vous allez voir que il y a certainement des décorrélations qui sont possibles. Par exemple, vous pouvez travailler sur un système d'infotainment qui est complètement en dehors de la voiture finale. Par contre, les grands milestones de la voiture, de la livraison, vous allez devoir, bien sûr, faire en sorte que tout soit c'est bien fait. Donc, d'avoir cette vue globale au niveau des chaînes de valeur, c'est le principe numéro 2, d'avoir une vue d'ensemble, mais au niveau donc de vos chaînes de valeur. Ce qui est aussi important, c'est que on aime bien les trois mousquetaires. On les a à tous les niveaux. À ce niveau-là également, vous allez voir que il va falloir des autorités de contenu, des autorités techniques, et puis ceux qui vont faire en sorte que la valeur va bien être livrée. On les connaît sous le nom des RTE ou des STE, mais peut-être qu'à ce niveau-là, va falloir aussi avoir des autorités qui vont travailler à un niveau d'abstraction encore plus grand. On a les capacités, on a les épiques, quelque chose qui va les aider à mettre en place. Il y a aussi un autre schéma qui est plutôt les chaînes de valeur en réseau. Vous avez différentes chaînes de valeur, elles sont complètement décorrélées des unes des autres, mais il y a des dépendances avec ces chaînes de valeur. Vous avez surtout ce schéma, par exemple, dans les télécoms, dans les banques. Ça, c'est des choses qui sont aussi quelque chose qu'on peut voir. Si vous touchez quelque chose quelque part, surtout sur des grands systèmes de RP ou de CRM, il va y avoir des répercussions quelque part, autre part. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. C'est plutôt comment on va gérer le partenariat, comment on va gérer la relation. Par exemple, si une chaîne de valeur va travailler sur quelque chose que je vais pouvoir consommer ou pouvoir utiliser, comment construire en fait ces liens.
Et puis, vous allez aussi avoir cette notion au niveau du portefeuille. Là, vous ne pouvez plus ignorer ce portefeuille parce que la priorisation, les budgets et les dépendances vont aussi avoir des répercussions sur l'exécution. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a également donc, un article qui dit « disponible ». Donc, on vous invite à le visionner, à le télécharger. Et puis, on a lancé des expérimentations pendant le dernier Safe Summit à Berlin. On a eu des retours assez positifs et on va retravailler sur des boîtes à outils pour vous aider à avoir des choses un petit peu plus concrètes pour coordonner ces choses-là, pour pouvoir avoir une facilité de traduction au niveau de vos entreprises. Donc ça, c'est déjà disponible, l'article, et les toolkits arrivent très bientôt. Un sujet qui est aussi cher à mon cœur, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis aussi l'EPIC Honor du programme de décarbonation chez Scale Agile. Donc on est très sérieux à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le 17 juin, on va présenter nos résultats à notre équipe exécutive. Donc on a eu beaucoup de demandes pour aider les entreprises à avoir aussi un petit peu plus d'aisance pour comment expliquer comment on peut utiliser SAFE dans la quête de sustainability. Et comme c'est un sujet en lui-même, on a décidé de commencer par des choses que vous pouvez exécuter plus rapidement, surtout sur le développement des produits. Donc, vous le savez, surtout en Europe et en France en particulier, c'est un enjeu crucial pour nous. Donc, on voit de plus en plus de clients qui vont se poser des questions. Comment est-ce produit développé? Est-ce que, par exemple, on pense à le recyclage? Est-ce que la consommation de l'électricité pour programmer les choses, c'est ça? Et on voit également que les consommateurs n'ont pas peur d'investir un petit peu plus d'argent pour des produits qui vont avoir un cycle de vie beaucoup plus long, qui vont pouvoir être réparés, qui vont pouvoir être recyclés d'une façon d'avoir cette durabilité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est un petit peu moins le cas aux États-Unis, croyez-moi, mais en tout cas, ça c'est important. Donc on a commencé nos réflexions et on a écrit cet article pour mettre en lumière en fait les trois aspects que l'on peut vous aider. La première, faut pas être déshonnête, mais il y a la durabilité économique. Est-ce que les produits, les solutions que l'on va faire, ils vont être rentables à long terme, hein, l'enjeu d'une entreprise, c'est bien sûr d'avoir des revenus. La deuxième, c'est la durabilité sociale. Celle-là, c'est pas toujours très clair, mais comment on fait en sorte, par exemple, que les équipes, si on les délocalise, vont pouvoir également avoir un impact sur leur société. Par exemple, est-ce qu'on va travailler avec des personnes sur le terrain? Est-ce qu'on va travailler avec des jeunes qui vont développer certains talents, qui vont également pouvoir redonner de leurs connaissances, par exemple dans des écoles ou dans des communautés où il y a un bien de développement. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Sachez que chez Scale Agile, on est très, très porté sur ces choses-là. Donc, comment on travaille avec des entités locales. On a des personnes un petit peu partout dans le monde. Hein. On a plus de 250 collègues. Et sachez que ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous, c'est l'éducation, bien sûr, puisqu'on est une société qui fait du contenu. Comment on a un impact sur les localités. Et puis, bien sûr, je n'irai pas trop dans les détails parce que ça, c'est plutôt connu en France, mais la durabilité environnementale, comment on fait en sorte que les produits ont un cycle de vie beaucoup plus long, un impact pour le recyclage et pour les matériaux premiers qui est moindre. Donc ça, voilà, l'article est disponible. L'article aussi utilise la base du design thinking. Hein, tout le monde connaît le design thinking. Donc, de reprendre ces trois critères dès le début pour commencer à bien comprendre les enjeux et regarder quelles sont les solutions technologiques que l'on pourrait apporter et aussi au centre de l'humain. Et pas de le faire qu'une seule fois dans le cycle de vie d'un produit, mais de le revoir très régulièrement. Pourquoi pas tous les PI avec les Product Management
management qui devraient également être un petit peu plus en mesure d'apporter ces choses-là. Donc ce n'est que le commencement, on commence à ce niveau-là, mais sachez qu'on est en train de réfléchir aussi sur la durabilité au niveau des thèmes stratégiques, au niveau du portefeuille et également au niveau du leading by example, comment on fait en sorte ces choses-là. Donc ça arrivera un petit peu plus tard d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Également, ce qui est aussi disponible, c'est qu'on a compris qu'avec la Covid, on a changé la façon dont on interagit avec les gens et aussi comment on apprend les choses. Hein, vous êtes certainement été formés avec des formations de 2 jours, de 3 jours ou de 4 jours. Si vous avez eu de la chance avant le Covid, c'était génial parce qu'on était tous dans une salle, on pouvait vraiment avoir ces échanges et cette richesse de l'apprentissage. Pendant le Covid, derrière l'écran, c'est plus difficile si on met déjà l'écran, hein, parce que si on ne s'est pas encore maquillé ou si on est encore en pyjama, peut-être qu'on ne veut pas montrer ça à ces gens-là. Et on sait qu'il y a un petit peu moins de productivité ou de rétention quand on apprend ces choses-là, surtout sur des choses très longues. Donc, bien sûr, on aimerait que tout le monde se retrouve quelque part pour faire de l'apprentissage, mais on sait que ça, c'est un temps révolu. Donc, on va faire des choses plutôt, je ne dirais pas hybrides, mais en tout cas combinées. Et on a lancé ce qu'on appelle les micro-credentials ou les microcrédits, qui sont des formations un petit peu plus courtes. Alors, les microcrédits, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle expérience d'apprentissage. Ce qu'on va demander, c'est un temps d'investissement de la personne pour regarder déjà des choses qu'elle pourrait trouver un petit peu partout. Donc, il va y avoir une partie d'apprentissage, ça vous pouvez le faire sur la plateforme, où on va vous demander de suivre un parcours assez court, ça peut durer 1 heure jusqu'à 2 heures, où vous allez déjà apprendre les concepts. Les concepts, ça, c'est pas le plus difficile, on peut tous les apprendre. Vous allez aussi avoir des périodes d'interrogation, vous allez avoir des passages où il va falloir répondre à des questions. Et ces questions, elles ne sont pas anodines, c'est vraiment pour vous préparer à la deuxième partie qui se passe dans un macro-credential, c'est la partie interaction avec une classe. Donc là, vous allez avoir une classe, alors soit physique, génial, ou soit remote. Bon, ça marche aussi. Maximum 2 à 4 heures où, avec un instructeur, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez lu et appris et la préparation des exercices. Donc là, ça va être par exemple, si vous allez avoir quelque chose sur comment on aide quand il y a un conflit dans mon équipe, on va vraiment faire les simulations. Donc si vous n'avez pas pris le temps de bien terminer toute la préparation, vous allez arriver un petit peu pris de retardement. Donc ça, c'est vraiment pour avoir cette période où on va mettre en pratique, on va regarder. Ça va être avec un instructeur. Donc cet instructeur, il a été formé, il sait, il a l'expérience pour que ensuite vous pouvez mettre directement en pratique. Parce que ce qu'on voit, c'est que oui, j'ai fait 2 jours, génial. Et en fait, lundi, je recommence ma vie et je ne mets rien en pratique. Et en fait, ça n'a pas vraiment percuté. Donc ces formations, elles vont être vraiment basées sur j'investis mon temps, je suis préparé et ensuite je peux à la fin de ce micro-credential, mettre en œuvre parce que j'ai déjà exercé. Et puis, j'ai créé une petite communauté. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas bien marché, on peut toujours avoir ses collègues ou les participants qui ont fait ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez... Alors, on a eu beaucoup de critiques. Oui, il faut renouveler tous les ans, tout ça. Ça, ce n'est pas renouvelable. Vous l'avez, c'est pour la vie. Donc, jusqu'au moment où vous vous mettez en retraite, ça sera chez vous. Parce qu'on pense que c'est plus intéressant que vous puissiez démontrer que vous avez ces skills, ces connaissances et ces expertises pour avoir beaucoup plus de percussion dans vos travaux, dans votre vie quotidienne. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors sachez qu'il y a 4 nouvelles formations qui sont disponibles dès le moment. Vous avez Achieving Responsible AI avec SAFE. Donc on vous a montré l'article. Là, vous allez vraiment discuter. Alors, ce n'est pas nécessairement pour les programmeurs, parce que les programmeurs, en général, ils savent la technique. C'est plutôt pour les leaders, les product managers, bien sûr, les servant leaders, pour vraiment regarder. Vous allez faire vraiment des choses, vous allez expérimenter, vous allez avoir pas mal de discussions sur ça.
Le deuxième, c'est Advanced Facilitator. Donc, vous êtes un facilitateur, donc vous êtes Scrum Master, Team Coach, vous êtes RTE, STE. Vous allez apprendre à résoudre les conflits et à améliorer la collaboration. Vous allez apprendre des techniques, vous allez les mettre en pratique, vous allez les discuter. Ça, c'est très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Je pensais que j'étais pas mal en facilitation, mais j'ai encore appris beaucoup de choses. Le value stream mapping, tout le monde en parle. Ah, c'est génial, il faut qu'on mesure, il faut qu'on mesure notre cycle time, il faut qu'on regarde le waiting time, il faut qu'on regarde si on ne fait pas du rework. Excusez-moi, ça c'est les mots anglais parce que ce matin c'est un petit peu lourd pour moi de parler en français. Sachez que c'est plus facile en technique, en théorie que le faire. On a déjà dans Safe Studio toute une pratique sur le value stream mapping, mais on pense que les gens n'osent pas ou ils se posent encore beaucoup de questions. Par exemple, comment je calcule le cycle time en moyenne? J'ai un train, j'ai des équipes qui n'ont pas le même truc. Donc là, on apprend toutes ces techniques. Et pareil, vous arrivez avec votre cas. C'est des choses qui sont très intéressantes. On sait que la formation Safe DevOps, personne n'y va parce qu'ils pensent que c'est technique. Donc, on a mis ce micro-credential qui pourra vous aider. Et puis, si vous voulez vraiment avoir le badge de Safe DevOps, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais en tout cas, là, ça sera très intéressant. Puis, le dernier, c'est pour tout ce qui est administration, gouvernement. Il y avait Safe for Governments avant. C'était basé très sur les États-Unis, gouvernement fédéral. Ça accrochait pas trop, puis c'était un petit peu comme Leading Safe avec des choses en plus. Eh bien, sachez qu'on a redécoléré tout ça et en fait, maintenant, on commence avec le premier module qui sont les rôles et responsabilités. Parce que dans le gouvernement, business owner, on n'a pas de business owner parce qu'on n'a pas de business. Par contre, on a des gens qui doivent représenter les citoyens et les intérêts des citoyens. Comment on fait ça en fait dans un cadre administratif? Qui sont les personnes qui pourraient aider? Qui sont les personnes? Quels sont leurs rôles et tout ça? Donc ça, c'est quelque chose aussi très en profondeur. N'hésitez pas à le faire parce que ça peut vous apporter des choses et ça peut également démystifier Safe et de parler en fait le langage administratif. Donc ça, c'est des choses c'est très importantes. Voilà les 4 premières, mais sachez qu'on est en train de travailler, donc il va y en avoir beaucoup plus de disponibles à la fin de l'année. On est en train de mettre les dernières choses en œuvre. Et puis, il y a aussi les Safe Skills. Les Safe Skills, c'est tout à fait en ligne. Il n'y a pas d'examen. C'est vraiment, tiens, je m'intéresse à un sujet. J'ai 1 heure. Eh ben, voilà, allez, j'y vais. Et à la fin, vous avez aussi un badge. Ça, c'est vraiment un petit peu plus en mise en œuvre, expérimentation et simulation. Donc ça va être aussi très intéressant. Ça, c'est déjà disponible. Là, je vais vous parler des choses qui vont être mises en œuvre d'ici la fin de l'année, la fin de l'été, excusez-moi. Le rôle du manager. On nous le demande à chaque fois, Odile. On a le système opérationnel double. On a la hiérarchie d'un côté. On a les chaînes de valeur de l'autre côté. Il n'y a rien sur les managers. Il y a un article, et puis l'article, il est un petit peu haut niveau. Il nous aide pas. Donc, on vous a écouté. Et en fait... l'article est en train d'être développé, on est en train de mettre les dernières touches. Et en fait, ce n'est pas un article qu'on a écrit nous-mêmes, c'est un article qui a été écrit par un SPCT candidat en Suède, qui se pose la question et qui a écrit un article en Suède et qui nous a dit, écoutez, je voudrais travailler avec vous sur ça. Donc ça, sachez que c'est possible. On peut proposer des thèmes, on peut proposer des choses et nous, on travaille avec vous pour faire en sorte que ça passe un petit peu dans notre cadre. Donc, vous savez maintenant les roues de la responsabilité. Donc, Michael a décidé de mettre ces roues de responsabilité. Il a pris ces choses-là. Et puis, il va y avoir bien sûr un article qui va accompagner ces choses-là. Donc, restez à l'écoute. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous le saurez, mais ça sera certainement à la fin de l'été. Que ça va être mis en place. Donc, si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas à revenir vers nous. L'autre fille et moi-même, on va rester toute la journée. Mais ça pourrait être très intéressant. Donc, voilà un petit peu pour les choses. Alors, il y a d'autres choses qui arrivent. Malheureusement, donc, en 1 semaine, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y aura des choses, par exemple, qui vont arriver donc, sur des nouveaux micro-credentials et micro-learnings. Mais en tout cas, restez connectés parce que cet été, ça va être assez chaud. Enfin, j'espère. En tout cas, de notre côté, ça va être assez chaud.
Donc voilà, je voudrais terminer cette keynote avec maintenant ce que j'appelle un petit peu la science-fiction. Hein. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 ans? C'est difficile de prédire l'avenir, surtout que ça change maintenant très rapidement. Mais je voulais un peu vous expliquer nos réflexions sur ce qu'on appelle SafeNext. Alors, c'est un titre de travail, hein, ça ne veut pas dire que la nouvelle version s'appellera SafeNext. On ne sait même pas si c'est 6.1 ou 6.5 ou 7.0. Mais en tout cas, sachez que on arrive dans un moment de l'histoire de Safe qui est très intéressant. Donc Safe, publié pour la première fois fin 2011, ça a été implémenté en France depuis 2015-2016. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont 7-8 ans et ils se demandent comment Safe va m'aider parce que j'ai tout fait. Maintenant, je suis plutôt en mode je maintiens. Mais sachez qu'il y a aussi des entreprises qui se lancent pour la première fois ou qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps encore. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jeffrey Moore. Pour ceux qui ont fait la formation LPM, ça devrait vous parler. Jeffrey Moore, il a écrit un bouquin qui s'appelle Crossing the Chasm, franchir le précipice. Alors ça, c'est ma traduction, hein, c'est pas la traduction officielle. Et en fait, il a la courbe de Moore qui dit que quand on lance quelque chose, en général, il y a toujours des gens qui sont là, comme les Swifties, hein, qui sont là 3 jours avant l'ouverture, qui font du camping dans les rues et qui vont se lancer sur les nouvelles choses. Ensuite, il y a les gens qui se disent ça y est, maintenant, moi, je vais acheter ce produit ou je vais adhérer parce que je vois que les gens se lancent. Et puis, il y a ce grand précipice qu'on appelle le chasm, qui est en général le plus difficile pour chaque produit ou chaque chose que vous lancez parce que les autres, ce qu'on appelle la majorité préliminaire et la majorité tardive, en général, eux, ils veulent avoir les preuves. Hein. Je me lance que si c'est OK pour se lancer. Hein. C'est un peu comme Saint Thomas, je n'y crois que si je le vois. Et puis, il y a toujours les gens qui seront ah non, pas moi, hein. Je sais pas chez moi, mais en fait, ils n'ont pas le choix. Et ils seront les derniers à s'y mettre, mais ils devront s'y mettre. Un peu comme mon père quand on a installé le téléphone. On était les derniers dans le village. Et mon père travaillait pour les télécoms. Donc, un petit peu bizarre. Donc, on voit qu'il y a déjà ce premier précipice. Mais en fait, maintenant, dans vos organisations, surtout si elles sont très grandes, il y a déjà des départements qui se sont lancés de plusieurs fois, mais il y a des départements qui veulent encore attendre. Et c'est là qu'il faut en fait que nous, on travaille sur comment perdurer ces choses-là. Je vous le disais en intro, on travaille beaucoup avec des experts de l'industrie. Et en fait, on a été bluffé par le dernier travail de Gene Kim, hein, le père de DevOps, hein, le DevOps Handbook, le projet Phoenix. Puis il y en a un autre, le projet Unicorn, merci beaucoup. Et donc, dans son dernier bouquin, il parle beaucoup de simplification. En fait, si vous allez voir, notre framework, hein, il a commencé avec une 50aine d'articles. Maintenant, on en a plus de 133. Et les gens nous disent, écoute, on n'arrive plus à retrouver. C'est devenu trop compliqué. La big picture, elle évolue tous les 2-3 ans. Il y a de plus en plus d'icônes. Bon, on en a retiré, mais on en rajoute pas mal. Et donc, on a écouté un petit peu ce que Jim Kim a travaillé. Et on va maintenant simplifier. Donc déjà, la première démystification qu'on doit faire, c'est qu'est-ce que c'est que le framework. Moi, quand j'entends, c'est « Ah ouais, j'utilise la méthode SAFE beaucoup » ou la méthodologie SAFE. SAFE n'a jamais été une méthodologie. C'est pas une recette de cuisine. Hein. C'est un livre sur la nourriture, la cuisine française. Hein. Quels sont les ingrédients sains? Quelles sont les combinaisons entre l'huile et le vinaigre? Comment faire une bonne mayonnaise? Mais nous, on ne sait pas ce que vous avez dans votre cuisine. On ne sait même pas si vous êtes végétarien, flexitarien ou carnivore. On ne sait pas si vous avez des allergies. On ne sait même pas le type d'équipement que vous avez. On ne sait pas si vous avez un four micro-ondes ou un four à la vapeur. Par contre, on a ces bases culinaires qui doivent être appliquées. Et en fait, quand vous regardez un petit peu la définition qu'on a trouvée d'un framework, d'un cadre de travail, c'est ça, c'est justement une structure de base d'un système, d'un concept. Et cette structure, elle doit vous guider à quelque chose qui va être utile pour vous. Donc en fait, quand on regarde un cadre de travail, un framework, ça doit être intuitif, succinct et extensible. Et bien là, en ce moment, ce n'est pas trop le cas parce qu'en fait, on a rajouté beaucoup de choses et ça a perdu pas mal de gens.
Donc si on revient un petit peu à l'essentiel, ce qui ne va pas changer, c'est toujours notre but principal. Le but principal, c'est pouvoir d'accélérer la livraison de valeur de produits à vos clients. Ça ne changera pas. Ça, c'est la base essentielle. Par contre, pour cette base, on va s'organiser autour de la valeur. Parce que c'est la valeur, les principes du Lean qui sont importants pour ça. Ça ne va pas non plus changer. Pour faire ces choses-là, ce que l'on va voir, c'est qu'on a besoin d'équipes qui doivent être coordonnées. Et ces équipes, quelquefois, ça vaut le coup de les organiser dans un Agile Release Train. D'ailleurs, il y a un article publié par M. Campbell Pretty qui est sur les trains petits. Si on a 2 équipes, est-ce qu'il faut qu'on fasse un train? Non, vous pouvez faire un tram. Donc, on appelle ça des trams. Mais bon, ça, c'est important de savoir qu'il y a de la coordination. Et cette coordination, elle sera toujours nécessaire. Donc, vous pouvez utiliser ces trams ou ces Agile Release Train ou les tribes. Le nom que vous donnez, ce n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait de la coordination, de la synchronisation, des backlogs qui sont partagés pour que vous puissiez, encore une fois, atteindre les objectifs pour vos clients. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ce sont les chaînes de valeur de développement, toutes ces choses-là. Et le client, ça reste toujours au cœur. Et puis, je n'ai pas parlé des rôles, mais les rôles, vous en aurez toujours plus ou moins besoin. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Encore une fois, ça, c'est, on ne sait pas ce qu'il y a dans votre cuisine. Donc, regardez quelles sont les choses nécessaires. Ce qui est aussi important, c'est que si vous voulez apporter de la valeur et vous voulez le faire au niveau de l'entreprise, il va falloir, bien sûr, avoir ce qu'on appelle le LPM. Si vos trains sont très performants, mais ils font des choses où les budgets ne sont pas appropriés et qui n'aident pas l'entreprise, c'est génial, vous avez des trains super performants, mais vous n'arrivez pas à atteindre vos enjeux globaux. Donc ça sera toujours nécessaire. Puis, quelquefois, vous allez voir qu'il y a des choses à très grande échelle. J'en ai parlé avec, par exemple, les voitures connectées ou des réseaux téléphoniques énormes ou, par exemple, des CRM, des ERP sur des centaines de milliers de personnes. Eh bien, il va y avoir besoin de cette coordination. Donc, ces choses-là seront essentielles. On ne va pas les retirer. On va simplifier seulement ce que vous avez besoin. Et puis, tout ce que je vous dis, si vous n'avez pas la vue systémique, le leadership lean et agile et le respect pour les personnes, ça ne marchera pas. Vous ferez de l'agile, vous ne serez pas agile. Donc ça, c'est des choses que l'on va rester, on n'y touchera pas. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre des photos comme vous voulez, ça ne veut pas dire que ça ressemblera à ça. Ça, c'est vraiment un travail encore en développement. Là où on va vraiment simplifier les choses, donc vous aurez certainement, oui, une nouvelle big picture qui sera simplifiée, mais ce qu'on va travailler surtout, ça va être la redéfinition de ce qu'on appelle notre base de connaissances, parce qu'en ce moment, avec les 133 articles, tous les toolkits et tout ça, on ne s'y retrouve pas. Donc ce que l'on va faire, la base de connaissances, oui, elle sera là, mais on va surtout travailler sur la découverte et l'accessibilité de ces choses-là. Donc, cliquer sur les petits icônes, c'est génial, mais dans l'article même, il y a toujours des URL que vous devez cliquer, puis vous commencez quelque part et vous ne savez pas où vous arrivez. Ce qui est aussi important, c'est que le contenu doit être un petit peu plus structuré et un petit peu plus logique. Répondre, par exemple, à des questions au lieu de présenter des thèmes. Et puis, on a appris de la nouvelle génération, parce qu'on a aussi des collègues qui sont à fond sur TikTok et qui nous disent, écoute Odile, un article de 4000 mots, personne ne le lit, parce que ça prend environ 15 minutes pour un anglais. Pour un français, ça va prendre peut-être 30 minutes. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir des choses, par exemple un film ou un son ou une présentation que tu peux lire. Et puis, si on fait des petits films, plutôt TikTok. Alors, je ne sais pas si on va avoir un site TikTok safe, mais en tout cas, quelque chose. Alors, quand je parle de TikTok, c'est commencer pour le pourquoi. C'est plutôt du Simon Sinek. Commencer pour pourquoi, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ces choses-là, et puis ensuite, vous pouvez regarder si c'est intéressant pour vous ou pas. Donc, la façon dont on présente les choses, ça va être aussi très intéressante. Si on regarde aussi un petit peu plus en détail sur les articles,
je dois vous être tout à fait honnête, on est un petit peu pompeux dans la façon dont on écrit les articles. Hein, on a des docteurs dans notre site, enfin dans notre équipe de framework. On a des gens qui ont fait beaucoup d'études. Ce que l'on veut, c'est vraiment simplifier le niveau de lecture. Pourquoi ? Pas nécessairement parce qu'on pense... mais la vulgarisation, elle est importante parce que, Mathieu, hein, tu es en pleine ligne. On traduit dans différentes langues. Donc, par exemple, si on traduit une langue anglaise qui est plutôt sur des verbes d'action, si on le traduit en français, deux mots, c'est généralement 7 mots en français, quoi, pour dire exactement la même chose. Alors, je ne vous explique pas les langues asiatiques, c'est pareil. Donc, il faut vraiment vulgariser les choses pour que tout le monde puisse comprendre avec un temps minimum. Donc, les trucs pompeux, les grandes explications, ça, on va vraiment simplifier. On va également être beaucoup plus basé sur des exemples. Voilà comment, par exemple, Lockheed Martin fait les chaînes de valeur surdimensionnées pour leur développement du F-16. Voilà comment on a ces choses-là. Ça pourra être en fonction d'une présentation, ça pourrait être un case study, ça pourra également être un petit film qu'on a pris, par exemple, pendant un Safe Summit d'une personne qui a présenté ces choses-là. Donc, on va avoir beaucoup de ces choses-là. Et puis, je vous l'ai dit, hein, vraiment de l'accessibilité qui est beaucoup plus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous commencez à lire un article, c'est parce que vous avez un objectif. Vous voulez apprendre des choses. Et comme nous, tout est un petit peu interconnecté, parce qu'on voit la vue systémique, c'est aussi important d'avoir une façon d'avoir un parcours. Alors, on ne sait pas comment on va le faire, mais par exemple, si vous commencez par exemple sur les thèmes stratégiques d'une entreprise, vous allez devoir, vous lisez, ensuite ça va vous amener à comment les traduire par exemple en épopée ou en épique. Puis ensuite, comment par exemple les mettre en action, donc comment par exemple s'organiser autour de la valeur, comment organiser ces choses-là. Donc ça va être des choses qu'on va aussi amener qui vont être beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et également beaucoup plus utilisables et utiliser. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place. Déjà, on analyse tout, la télémétrie, donc on sait combien de fois un article est cliqué, combien de temps ça met en moyenne pour terminer. Donc, si on voit un article, au bout de 10 secondes, personne il n'a pas été lu, on le sait. Par contre, si on voit que quelqu'un a mis 1 heure pour lire l'article, soit cette personne a pris beaucoup de pauses, ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas natif en anglais, et donc là, on prend ces choses-là. Donc, on analyse un petit peu tout. Donc voilà un petit peu. Donc voilà en grande ligne. Je voulais être très transparente. On a commencé les réflexions. On n'a pas grand-chose à vous montrer. Par contre, on vous met notre intention. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à faire remonter des choses que vous trouvez essentielles, qui vous manquent encore. Encore une fois, on sera là toute la journée parce qu'on veut vraiment utiliser ça. On casse le modèle tous les 2-3 ans. Donc ça, c'est aussi important de prendre en écoute en fait tous les utilisateurs en dehors des États-Unis également, parce que la majorité des personnes maintenant sont en dehors des États-Unis qui utilisent Safe. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à revenir chez nous. Donc maintenant, vous savez ce qui est disponible, vous savez ce qui va bientôt arriver, et puis vous êtes préparés pour le futur, et on espère rester connectés avec vous. J'ai encore deux petites minutes. On va peut-être prendre des questions si c'est possible. Merci beaucoup. Il n'y a pas de tabou, hein, vous le savez. Avec moi, il n'y a pas jamais de tabou. Wow, j'ai été super claire. Vas-y, Eric. C'est la première question qui coûte généralement, donc je vais vous aider à la poser. Déjà, merci beaucoup pour ce travail et aussi ces réponses à un certain nombre de questions. Alors, on se connaît un tout petit peu depuis quelques années. J'utilise Safe, pas by the book, comme on dit. C'est pas le grimoire qu'on tourne, etc., etc. Je vois vous progresser vers la simplicité. Je vois que quelque part, il y a beaucoup de prise en compte de feedback client. J'ai envie de dire super. Continuez. Et puis, on est là aussi pour vous aider à nous aider. Donc,
enfin voilà, déjà petit retour, merci pour tout ça et on parlera un peu du dernier bouquin de Jane Kim peut-être un peu plus tard, très inspirant, je pourrais en faire quelques retours. Voilà. Merci beaucoup Eric, merci. Non, vraiment sérieusement, hein, venez vers nous, il y a beaucoup de possibilités. D'ailleurs, l'année prochaine, Safe Summit à Sorrento au mois d'avril. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas y aller. Hein. Sorrento, hein, Naples, le Stromboli, le Vésuve. Et il y aura, encore une fois, vous êtes invités à mettre en œuvre des retours d'expérience. Hein. Cette année, à Berlin, on avait 2-3 groupes français qui étaient là, 3 ou 4 même. C'était vraiment une très bonne représentation. Bonjour tout le monde, Raed, coach Agile. J'ai une petite question pratico-pratique pour le micro Credential. C'est payant et qui donne après c'est les mêmes SPC et comment monter en compétence sur ça? Alors oui, c'est une formation, donc il y a un coût. Tu peux les trouver dans notre calendrier. Donc tous les partenaires qui sont accrédités et enablés pour le faire peuvent le faire. Je pense, mais je regarde l'autre fiche, je ne sais pas où tu es l'autre fiche, je crois que tous les SPC qui peuvent se accréditer peuvent donner ces formations en interne aussi, hein, je crois. Hein. Ouais, donc oui, tout à fait. Et donc, tu peux les lancer, si tu es au niveau d'une entreprise, tu peux le faire avec tes collègues. Donc, tu les enregistres, hein, c'est pareil, c'est une classe, hein, donc tu les enregistreras, tu te feras accréditer. Puis, il y a des organismes comme Sobrasteria qui font des sessions publiques. Même chose, vous vous inscrivez. Important de savoir, hein, il y a vraiment les devoirs à faire de préparation pour avoir cette mise en pratique la plus efficace possible. J'espère que ça a répondu à tes questions. Oui, merci beaucoup. De rien. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il y a 0-0, mais... Je vais en prendre une quand même. Merci beaucoup, Odile. De rien. Juste une question pour toi. Sur Safe Next, tout ce que tu nous as présenté là sur la fin, qu'est-ce que tu attends le plus, toi? Moi, ce que j'attends de Safe Next personnellement alors moi, ce qui est intéressant, c'est effectivement la vulgarisation. Je pense qu'en France, on est génial à ce niveau-là. Je vois beaucoup de choses. Je pense qu'on a été trop pompeux et je pense que c'est normal hein, quand on commence un framework avec une population américaine. Je me rappelle Dean Lessingwell, je l'ai rencontré en 2013. Je fais Dean, il faudrait que tu traduises ça en français. Il m'a dit Odile. Non, c'est pas du tout dans nos backlogs, on a d'autres choses à faire. Maintenant, on est là. Donc, je pense que cette vulgarisation, arrêtez les safe by the book. Encore une fois, c'est pas un organisme de certification. Enfin, oui, on fait des certifications, mais on n'est pas accrédité, c'est pas CMMI pour safe. Hein. Plus important, c'est que vous respectez les principes et que vous mettez en pratique. Donc, moi, ce que j'attends beaucoup de cette simplification, c'est les retours de vous, qu'on travaille beaucoup plus main dans la main avec les entreprises qui ont mis des choses. On a tendance en France de garder tout secret pour nous. Pour une fois, réveillons-nous et faisons rayonner le savoir-faire. Moi, depuis que je travaille chez Scale Agile, j'ai l'ouverture de tous les clients maintenant. Je vois des trucs, mais c'est bluffant, quoi. Il y a énormément de choses à faire et je pense que safe by the book, faut arrêter de mettre ça, faut interdire, je crois qu'il faut le bannir ce mot-là. Il n'y a pas safe by the book, il y a safe au service de vos besoins. Et si je pourrais avoir beaucoup plus de retours pour que vous contribuez à améliorer, à faire des choses. Aussi, j'invite Soprasteria, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire remonter parce que c'est ça. En fait, c'est une communauté. Notre équipe Framework, elle n'a que 8 personnes. Hein. Donc, on doit s'ouvrir à la communauté. Excuse-moi, c'était une réponse très, très, très longue, mais c'est ce que j'attends. Pas d'autres questions? Des questions à distance, peut-être? Non? Super. Je te remercie, Odile. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. On peut l'applaudir encore. Alors, du coup, comme disait Odile, on attend vos retours. Je vous propose de commencer dès maintenant. Vous allez avoir cette slide après chaque présentation, juste pour que vous nous fassiez un retour par rapport à ces présentations, pour qu'on puisse bien sûr s'améliorer. Et puis aussi pour les speakers, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, je vous laisse peut-être scanner ça. Et ensuite, on va continuer avec les sessions dans les différentes salles. Donc ici, va se tenir l'atelier sur 4 KPI qui répondent à une question essentielle que tous vos clients, je suppose, ont aux lèvres, c'est quand est-ce que ça termine.
Donc ça, voilà, donc ça va être un atelier intéressant ici dans cette salle. On va avoir du coup dans l'atelier idéation, dans l'espace idéation, on va avoir un atelier, un gaming autour du LPM. Donc toutes les salles sont effectivement, vous reprendrez le couloir et vous retrouvez les 3 salles que je vais nommer. Donc la salle idéation avec le gaming LPM, la salle innovation où on va avoir effectivement un talk sur l'innovation et l'agilité au sein du ministère de l'Intérieur. Donc, sujet très intéressant, je ne suis pas impartial, je l'avoue. Voilà. Mais en tout cas, ce qui permettra aussi, je pense, de montrer l'importance justement du management et notamment des bons managers qu'on a au ministère de l'Intérieur. Et dans la salle sharing, du coup, on va vous exposer les différentes tendances, en tout cas de la vision Sopra Steria Next, sur l'agilité et les devenirs de l'agilité en 2024. Voilà. Donc, on vous laisse un petit temps pour pouvoir donner votre avis et puis vous déplacer aussi également en fonction des sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, le début des ateliers et des talks est à 10h30. Donc, ça vous laisse le temps effectivement de vous déplacer. Merci.